Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau débat en ligne qui est consacré au film Kounachir du cinéaste Vladimir Koslov. Alors, Vladimir Koslov a fait des études de cinéma au VGIK, qui est l'Institut national du cinéma à Moscou, et a travaillé pendant 13 ans en qualité d'assistant réalisateur sur une vingtaine de longs métrages de fiction pour les studios Belarus Film et Mosfilm. En 1992, il s'installe en France où il devient régisseur et comédien pour différentes compagnies de théâtre. Et c'est 10 ans plus tard que débute sa carrière d'auteur-réalisateur. Alors, je rappelle pour les spectateurs que vous pouvez poser vos questions, soit en appuyant sur la petite main bleue en bas de votre écran, soit en rédigeant une question en allant sur l'icône Q&R qui est aussi en bas de votre écran. Le débat avec Vladimir Koslov est animé par Dominique Sanson-Normand de Chambourg, maître de conférence en études sibériennes à l'INALCO. Un grand merci à tous les deux pour nous avoir rejoints et d'avoir répondu à notre invitation. Et sans plus tarder, je cède la parole à Dominique. À vous, Dominique. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Vladimir. Alors, je voulais d'abord savoir comment était né le projet, parce qu'il me semble que c'est né d'une conversation avec un ami poète qui vous a parlé de Kounachir, mais quelle image aviez-vous de Kounachir avant? Est-ce que c'était simplement un nom? Est-ce que le nom ne vous était même pas familier? Euh, je crois en 2012 ou 2011, il était pour la première fois au Coril. Mon ami qui s'appelle, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Il écrit un essai, un petit essai de quelques pages sur son voyage, parce qu'il est écrivain et poète. Et j'ai été frappé par les traces du Japon qui sont restées à Konashir. Par exemple, on dit à Konashir les routes japonaises. Ils sont toujours là et les gens utilisent les routes japonaises. Par contre, les routes soviétiques ou les russes d'aujourd'hui, depuis 10 ans, à Konachir, les Russes ils n'arrivent pas à faire les routes entre aéroport et Yuzhno-Kurilsk pour 7-8 km. Il fait je ne sais pas combien, quelques 100 mètres par an. Et quand même, ils ont des gros investissements de la part de l'État russe. Donc, la route est toujours en cours. La route entre l'aéroport et les villages. Et les routes japonais, ils sont toujours là et les gens l'utilisent comme ils utilisent, par exemple, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont parties pendant 5 ans que je n'ai pas été à Konachir. Par exemple, à l'époque, je filmais, c'était beaucoup de ferrailles. Beaucoup de tanks, beaucoup de chars, beaucoup de bateaux abandonnés, les bateaux, les cimetières de bateaux, des anciens bateaux, pas anciens bateaux, bateaux japonais qui sont euh, près de villages. Mais pendant 5 ans qui sont passés, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Par exemple, tous les ferrailles étaient nettoyés, envoyés je ne sais pas où, probablement au continent. Et les traces, c'est-à-dire les traces, ils sont devenues moins visibles qu'avant, les traces japonaises. Il y a quelques traces qui restent, par exemple, le socle de l'église shintoïste japonaise. C'est une seule chose que les Russes n'ont pas réussi à sauter. Parce que normalement, tous les villages, tous les bourgs japonais, ils sont rasés avec les chars et avec des bulldozers jusqu'à la base. Ils ont juste récupéré parfois les pierres de fondation pour les servir, pour autre chose. Par exemple, les pierres de fondation, ils ont servi pour ses propres maisons. Ou les crématoriums japonais,
étaient servis comme les boulangeries. Donc, vous voyez, et on dit que le pain des Konachir était très connu à l'époque. Très connu, même à Sakhaline, ils ont demandé les pains de Konachir. Il n'y a pas beaucoup de traces japonais. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, c'est pour ça mes personnages, ils cherchent les artefacts par terre. Ils cherchent pas que les traces japonais. Oui, les traces japonais, oui. Mais ils sont compétents, ils savent l'époque japonaise différente. Mais ils cherchent aussi les trésors. Les trésors, c'est les chasseurs de trésors. Mais chaque fois, chaque d'eux, il prend les pelles, il les creuse. Et il ne sait pas où, comment, etc. Mais il creuse pour trouver quelque chose. Mais officiellement, c'est interdit de fouiller, non? C'est interdit de fouiller, mais c'est pas interdit, mais c'est pas permis, comme il faut dire. C'est russe, quoi. Bon. C'est-à-dire, vous savez, c'est l'île. Tous les gens se connaissent là-bas, se connaissent, et tout le monde se connaît. Tout le monde connaît qu'il y a les deux personnages odieux, parce que c'est le mairie qui m'a donné les personnages, c'est-à-dire il m'a fait les listes des personnages, et il m'a marqué ces deux personnages odieux. Bon, si vous voulez, prenez les contacts avec eux, mais bon, je le prie, j'ai très content. Bon, donc, c'est deux personnages qui cherchent voilà, les traces japonaises. Ils les trouvent, hein, d'ailleurs. Ils les trouvent. Il y a les petites expositions. Chaque les petites expositions, chaque deux. Parfois, ils sont cassés. Même, il y a déjà, c'est pas que les tasses ou des porcelains. Il y a même statuettes. Ils trouvent les statuettes. Plus ou moins, mais pas trop cassées, comme il faut dire, pas trop cassées. Donc, ils récoltent statuettes et chaque, les petites expositions, les petits Louvres, comme on dit, qu'on achète, le petit Louvre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je perds un peu les pensées, oui. Mais vous savez, ils cherchent des trésors. Pourquoi? Bien sûr, pour voir ce que ont fait les Japonais, pour voir l'art japonais, et pour vendre tout simplement, pour avoir un peu de sous. Parce un qui était à l'époque capitaine des petits bateaux, des petits bateaux, on dit comme ça, qui gagne 27 000 roubles, qui se présente à peu près 400 euros. La retraite, ça va, il dit, ça va, je ne me plains pas. Mais l'autre, elle touche 2 fois moins, 15 000. Donc, c'est pour, voilà, pour petit peu avoir plus de sous. Il n'arrive pas à les joindre debout, même pour faire les dents, il est obligé de prendre les crédits. Donc, il y a beaucoup de choses qui englobent les fouilles de patrimoine japonais à Konashir. Et que, est-ce que finalement, depuis 45, enfin, au 47 plus exactement, depuis que les Japonais ont été expulsés, ont dû partir, même s'ils reviennent, enfin, certains reviennent de temps en temps pour faire du tourisme ou pour voir la maison où ils ont grandi. Il y a d'ailleurs une japonaise qui vient et qui ne retrouve pas la maison, elle cherche la maison où elle a vécu et puis finalement elle ne retrouve pas cette maison. Est-ce que les relations entre, là je ne parle pas entre États, mais vraiment entre peuples, entre communautés, sont apaisées? Est-ce que ça dépend des Russes? Parce qu'on voit bien que certains Russes, par exemple, aimeraient que l'île soit rendue au Japon. D'autres aimeraient que ça reste absolument russe. Mais lorsqu'il y a des visiteurs japonais, est-ce qu'ils ont une langue commune quelque part? Cette île, justement, cette île noire, hein, puisque Kunashir, ça veut dire l'île noire en aïnou, est-ce qu'ils ont une langue commune ou est-ce que vraiment ils se regardent un peu de loin, ces Japonais qui arrivent et ces Russes qui habitent là depuis? Est-ce qu'il y a un dialogue entre les communautés? Vous savez, je n'ai pas eu la chance voir les groupes de Japonais qui arrivent à Konashir. Je n'ai pas eu la chance. C'est-à-dire, j'ai vu une petite groupe, ce sont spécialistes des oiseaux, comme on dit, les spécialistes des oiseaux.
Ornithologue. Ah ouais, ornithologues sont venus. Ornithologue. Mais j'étais prévenu par les KGB russes qu'il ne faut pas que je prenne le contact avec eux. Et il dit qu'il y a un KGB japonais dans les groupes. Donc, vous savez, c'est très difficile. Moi, je voulais filmer, par exemple, les bonnes tables, je ne sais pas, c'est pas les touristes, c'est pas les gens qui, c'est pas les gens qui sont des proches qui sont des Kyokonashers. C'est un peu, ils viennent de l'université, des Hokkaido ou des Sapporo, je sais pas, il y a les deux. Mais ce que j'ai filmé juste arriver les Japonais à Konashir. Et après, c'était terminé pour moi. Je pense, quand les groupes arrivent, je pense, il y a toujours les tensions entre les deux nations. Toujours. C'est toujours omniprésent. Bien sûr, normalement, les Russes hébergent les Japonais pour 1-2 jours. Les Japonais, ils montrent Kung Fu, je ne sais pas quoi, les trucs ou les danses populaires ou autre chose. Et normalement, ça passe dans les gaietés, c'est beau, mais c'est tout est artificiel. Tout artificiel, parce que vraiment, dans le sens même métaphysique, il n'y a pas de langue commun entre les deux. Oui. Je viens d'envoyer un Japonais pour les premières fois mon film, et je ne sais pas ce qu'il pense. Vous savez, parce que c'est une mentalité déjà complètement différente, c'est complètement différent. Et je ne sais pas, est-ce qu'il peut comprendre, ou il comprend dans le sens direct ce qui se passe dans les films? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sûrement, il y a les tensions qui vont durer. Et Parce vous disiez que vous avez. qu'ils reviennent chez eux, hein. Ils ne reviennent Oui, pas c'est chez ça. les touristes. Voilà, c'est le problème, qu'ils viennent chez eux. Et quelqu'un qui dit soyez bienvenus à Konashir, c'est pas normal. Ouais. Mais quand vous avez parlé de votre projet aux habitants, alors vous disiez que en fait c'est une liste qu'on vous a donnée d'habitants, en vous précisant que certains étaient odieux d'ailleurs, même si vous en fait, bon, enfin, tout s'est bien passé avec eux. Mais comment avez-vous présenté votre projet à ces Vous habitants? savez, Est-ce qu'ils ont accepté tout de suite? heureusement, ni la mairie, ni KGB, ni garde des frontières, ils n'ont pas demandé les synopsis, même peut-être les synopsis, les petits comme ça, mais pas les scénarios. D'ailleurs, quand j'ai été à Konashir, j'ai tout enlevé de l'ordinateur, toutes les traces de mon projet. C'était un peu dangereux parce que on a été poursuivi par les KGB pendant les tournages. On a été poursuivi une fois, je l'ai vu, on a fait les interviews avec les personnages odieux d'après les mairies, bien sûr, odieux au bord de la petite rivière où ils se baignaient. Voilà, un garçon, je ne sais pas, pour moi c'est un garçon, avec tenue sportive, avec les vélos sportifs qui est venu et qui regardait l'interview de loin, 200 mètres de loin. Bon, il les regarde. Et après, à la fin de l'interview, il montre les papiers qu'il est chef des gardes des frontières de cette partie de l'île. Pourquoi faites-vous les films anti-russes? C'est forcément anti-russe. J'ai peur bleu qu'il fera des rapports à ses supérieurs et l'équipe elle sera envoyée de l'île tout simplement dans les meilleures conditions. Hein. Et j'étais sous les pressions, sous les tensions pendant 4 semaines de tournage. Mes amis de Vladivostok ils disent que je suis un peu fou, rien à craindre. Mais moi, j'étais avant tout 15 000 € dans les poches, en liquide. C'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable de voir cette somme. Oui, et plus, vous savez, tous les jours de tournage, donc on a eu 3 disques différents durs, les 3 disques différents durs, et chaque de nous, il gardait les disques durs. Bon. Ça fait partie du tournage. Ah oui, exactement, oui. Dans certaines régions. Mais je voulais vraiment ça, pour les habitants, lorsque vous les avez rencontrés, lorsque vous avez parlé de votre projet de faire un film,
Est-ce qu'en fait, ils ont tout de suite été séduits par l'idée, ou vous ont dit, mais pourquoi est-ce que vous venez nous filmer? Quel est l'intérêt de venir nous filmer? Comment ça s'est passé avec les habitants? Ils s'en foutaient complètement. Je peux parler de la mairie, de l'administration. Ouais, Et ils m'ont aidé un peu pour trouver les personnages. ouais, Et quand j'ai voulu fermer quelques personnes de la mairie, par exemple la maire, il n'a pas voulu que je les filme. C'est pareil avec le personnage qui s'occupe avec la culture à la mairie. Il n'est pas voulu, c'est-à-dire lui donner les rendez-vous, sont venus pour filmer, et après il me dit non, 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 pas possible. Donc ils ont aidé un peu, mais après, on a travaillé tout seul, tout seul. C'est moi qui fais le planning et qui fait les producteurs exécutifs. dans Non, une forme de mais non, par liberté, quoi. contre, ils n'ont pas empêché de tournage. On a fait filmer ce qu'on a voulu filmer. Et est-ce que vous diriez que depuis 47, finalement, les gens qui sont nés à Kunashir, enfin les Russes qui ou sont venus ou sont nés à Kunashir, ont réussi à créer finalement, parce qu'à l'échelle de l'histoire c'est très court, est-ce qu'ils ont réussi à créer une culture locale? Est-ce que vous avez senti finalement une communauté véritablement et une culture locale, ou est-ce que pour vous c'est très composite, il y a des gens très différents qui n'ont rien à voir et vous n'avez pas senti de culture locale? Et il y a deux choses. Bon, bien sûr, c'est composite. C'est un peu comme ça parce que les gens arrivent et on gagne bien sa vie là-bas. Donc, surtout avec les rites of course, vous savez, c'est bien payé. Surtout, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent des continents pour travailler et qui réparent. Mais par contre, il y a un problème, c'est me fonde, et problème vraiment magistral, est-ce qu'il faut rendre les gorilles aux Japonais? Le problème, depuis 1947-46, il y a 3 générations de Russes qui sont parues là-bas. Et il y a les maternités à Konachir. Il y a les gens qui sont nés là-bas. Donc pour eux, pour 3 générations, pour 2 ou 3e génération, ça devient vraiment les patries. Donc si on donne Konachir ou les Kuriles japonais, ça revient la même, mais pour les Russes déjà. C'est le même problème. Mais vous savez, avec le temps, tout échange. 2013, la plupart des gens, parce que c'est un peu de marginaux, je communiquais avec des marginaux, je ne pas communiquer avec les administrations. Des marginaux, ils ont voulu que les courriers, les Konachir, il sera rendu aux Japonais. C'est 2013. 2018, ils ont trouvé déjà les formules différentes. Il vaut mieux que les Japonais viennent sur l'île et on fera des entreprises communes, ensemble. On travaille ensemble. Mais les Japonais, ils ne veulent pas. Le problème, c'est que les Japonais ne veulent pas. Et ça, c'est les propagandes de Poutine, de la télé. Non pas de 5 ans, même les marginaux, ils ont imbibé, si on peut dire, ils sont pris sur eux, cette propagande que les îles restent pour les Russie. Et pour moi, c'est des problèmes insolubles. Jusqu'à présent, moi, je ne peux pas imaginer comment il peut être résolu ces problèmes. En ce moment, il n'y a plus de visites à cause de Covid, des visites touristiques. C'est même pas touristique, c'est pas les bons mots. C'est les visites, c'est pour visiter les tombes. Vous savez, il y a 30 cultes des morts au Japon. C'est surtout pour visiter et prier sur les tombes de ses proches. C'est très important pour les Japonais. Il y a les jours, je ne sais plus quelle date. Il vient avant tout pour ça, mais pour voir de loin les lieux où étaient enterrés ses proches. Parfois, les bateaux, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire il y a de la mer qui bouge, donc même pour voir un tout petit peu. Cette année, il n'y a plus de visites, zéro visite. Et ce qu'ont inventé les Japonais, c'est payé par le gouvernement. Ils organisent les voyages aéronautiques avec l'avion. Donc, ils prennent les proches des
les déportés, même les déportés qui sont survécus jusqu'à aujourd'hui, dans l'avion. Ils volent, ils longent les frontières entre le Japon et la Russie. Et les gens, ils font les prières. Si bien sûr, il n'y a pas de nuages, mais bon, même s'il y a des nuages, ils font des prières. Voilà, jusqu'à 7 points. C'est incroyable quand même, hein? Payé par l'État. Oui. Mais je sais qu'au XIXe siècle, bon, il y a une église orthodoxe qui va être créée par un orthodoxe russe qui va aller au Japon, qui va créer une église orthodoxe. C'est que pendant le conflit entre le Japon et la Russie en 1905, les Japonais ont entretenu les tombes des défunts russes là. Enfin, il n'y a pas eu de conflit véritablement. Et donc, est-ce qu'il y a une je ne vais pas dire un culte aussi de la mémoire des Russes. Enfin, est-ce qu'ils prennent soin de un peu les Russes actuels, j'entends, hein, pas les Russes de l'époque soviétique, est-ce qu'ils prennent un peu soin de cet héritage russe, de cet héritage japonais, pardon, ou pas vraiment? Parce que vous parliez bon, du crématorium, évidemment, qui à l'époque a été détruit. Il y avait un temple bouddhiste qui a été détruit aussi, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à part chercher des trésors pour essayer de les revendre et se faire un peu d'argent, est-ce qu'il y a quand même un désir de créer un musée, par exemple, vraiment important concernant l'histoire japonaise de l'île? Comment on se relie, enfin, comment il se relie par rapport à ce passé, les Russes d'aujourd'hui? Vous savez, il y a les musées à Konashir, mais il n'y a pas beaucoup de traces de japonais au musée. C'est surtout les périodes soviétiques qui est consacrée, c'est-à-dire à partir de 1945 et jusqu'à aujourd'hui. Ce que passait avec les chefs passés japonais, vous avez vu dans les films, tous les stèles ils sont jetés dans un lac, et tous les cimetières japonais s'étaient ruinés, profanés tous. Et mes personnages odieux, ils sont ramassés, les stèles japonais, et ils sont organisés, les cimetières japonais improvisés. Ce n'est pas les lieux où étaient enterrés les Japonais, ce sont des stèles qui posaient dans ce lieu. Voilà, c'est juste ça, ce qui existe. Et alors, on a une question, je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Oui, concernant, alors je la lis. Bonjour, merci au comité de festival et aux cinéastes pour votre grand travail. J'ai trouvé quelques scènes du film ironiques à l'égard des militaires russes. Peut-être une surinterprétation de ma part. Comment est-ce que le film a été reçu en Russie? Merci. Le film, il n'est pas encore montré en Russie. Normalement, il doit être montré à mois de décembre, à Art Dog Fest. Art Dog Fest, c'est le festival marginal, si on peut dire, le plus grand en Russie. Mais est-ce que le film sera projeté? Je ne sais pas. Avant, c'était prévu le 5 et 7 décembre, la projection du film au grand cinéma à Nouvelle Arbat. Grand cinéma. Octobre. Les cinémas s'appellent octobre. Voilà. Et depuis quelque chose, je n'ai plus, mais il n'y a plus de projections. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai écrit pour demander, parce que le festival était repoussé jusqu'au mois d'avril. Normalement, il doit passer à mois de décembre, mais il est repoussé à cause de Covid jusqu'au mois d'avril. Donc, je ne sais pas. Pas encore, je ne sais pas. Mais le festival russe, c'est une seule festival russe qui a pris les films. C'est Art Dog Fest. Pourquoi les autres ne sont pas pris? Mais peut-être parce que c'est les films quand même français. Peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Mais par contre, on a les distributeurs qui s'appellent Antidote Distribution. C'est la compagnie qui est à Moscou, qui déjà commence, si on peut dire, à envoyer les films à la chaîne qui s'appelle Настоящее время, comme on le traduit. Temps actuel. Voilà, le temps actuel. C'est la chaîne qui est basée, la chaîne, je crois, en République tchèque.
mais c'est la chaîne de YouTube. Donc, probablement, il va passer sur cette chaîne. Mais je ne sais pas quand, pour le moment. Et il y a encore les bonnes choses. Je réponds un peu plus. Cette distribution, elle a pris les rendez-vous déjà avec la chaîne japonaise NHK. Pour passer à japonais. Ce que même personnellement, ça m'intéresse comment va réagir le japonais. Est-ce qu'il peut comprendre l'ironie? Ça, je ne sais pas. J'ai montré les films en japonais, ils n'y répondent pas pour le moment. Donc, je suis très inquiet. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont pas capables? Ils sont capables de tout, mais est-ce que ça passe avec cette comme installation, comme je veux dire, reconstruction des conquêtes de Conachir? C'est vraiment n'importe quoi. Oui, c'était pas passé comme ça. Mais d'après les médias russes, c'était comme ça. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Et alors, vous nous montrez évidemment l'île, et c'est peut-être, parce qu'on a parlé des Japonais et des Russes, des Iliens, mais finalement, l'île, c'est peut-être le personnage principal, ou en tout cas un des personnages essentiels vraiment du film. Bon, avec la bande sonore, avec les lumières aussi, qui sont très, 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 très fortes, le temps qui change plusieurs fois par jour, etc. Vous, qu'est-ce que vous avez retiré de cette île finalement? Est-ce que c'est vraiment l'impression de chaos? Ou est-ce que finalement, c'était quand même une impression de beauté? Enfin, l'un n'empêche peut-être pas l'autre, d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des chaos qui peuvent être beaux. Enfin, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce que vous gardez finalement aujourd'hui de cette île? Et là, je parle vraiment de l'île physique, hein. Je ne parle pas des gens qui vivent sur, mais de l'île, du paysage. Le problème, c'est que l'île physique, il est très difficilement accessible. Il y a peut-être un quart qu'on peut visiter. Et après, c'est très difficile. On peut faire le tour autour de l'île avec les bateaux. Mais certains lieux ne sont pas accessibles. Donc, mais c'est très beau, c'est sûrement c'est très beau. Mais il y a le son spécial. Et je me posais la question comment ils ont vécu les Japonais dans cette condition. Parce que c'est quand même, il y a de tout. Il y a des, c'est-à-dire, il y a vraiment des grandes différences de température dans l'île. Mais c'est d'après, je n'ai pas senti ça. C'est partiellement j'ai senti parce que j'ai visité un peu. Mais il y a les tropiques, si on peut dire. Il y a des, je sais pas, les parties plus froides. Et il y a tous les brouillards sans arrêt. Parce qu'en cinéma, on paye très grande somme, c'est-à-dire on paye beaucoup pour avoir les brouillards. Et là-bas, les brouillards, c'est partout. Hein. C'est différent, c'est multifacette. Vous savez, ça change chaque jour. Pas chaque jour, chaque heure, chaque minute, ça change, c'est différent. C'est comme un être vivant. Moi, je viens de courir plus, mais malheureusement, moi, j'ai resté la plupart du temps dans les villages. En plus, on a obligé de partir le plus vite possible parce que typhon qui doit venir. Et vous savez, il n'y a plus d'avion, il faut vivre un mois, une semaine, ou même plus dans l'île et on a eu le petit budget. Alors, on a une question de votre producteur, David Fouché. J'aimerais bien l'inviter à rejoindre le webinaire. Donc, je le fais venir parmi nous. David, vous pouvez allumer votre micro. Donc, c'est les films du temps scellés. On va le voir. Et après, on posera la question effectivement de Véronique Prost. Oui, exactement. David, il faut allumer votre micro. Vous avez un petit micro à gauche en bas de votre écran. Ouais, il faut juste cliquer dessus, normalement, ça enlève la barre. Voilà, c'est oui, d'accord. Ouais, d'accord. Éventuellement, si vous pouvez la mettre aussi, qu'on vous voit. Voilà. Ah, super. Bonjour David. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, parfaitement. Oui, oui, bonjour. Je vous salue. Bonjour Vladimir, bonjour à l'équipe du festival et merci voilà, d'avoir choisi de sélectionner Kunashir et bravo pour ces échanges passionnants. Merci. Bah, oui. C'est normal, vous ne parlez plus. Donc parce que je ne sais pas si c'est parce que vous avez perdu en route ou si c'est parce que vous ne disiez plus rien. C'est pour ça.
Oui, pardon. Non, mais c'est nous qui vous remercions Allez-y. d'avoir envoyé le film. Voilà, retour de remerciements parce qu'on est très heureux, très fiers de l'avoir au festival cette année pour la compétition. Donc, je lis la question de Véronique Prost ou Oui. tu peux la lire, Dominique? Non, que Barberine, on a envie d'entendre Barberine. Je fasse quelque chose quand même. L'île semble dans une grande décrépitude, polluée et comme laissée à l'abandon. Où est l'espoir pour ses habitants? Et c'est la première question. Il y en a une autre après. C'est vrai qu'il est question. C'est David qui peut répondre, hein? Tu es au courant quand même. Je dis que les parties, on peut visiter les petits parties d'île, un quart d'île. Et après, il n'y a plus de route. Hein. Il faut prendre les bateaux, ou je ne sais pas comment se déplacer. Il y a 4 volcans là-bas. C'est pas facile. Les parties d'île, sûrement, il est pollué. Et je fais l'accent dans le film sur la pollution. Mais il faut le dire quand même, les Russes, pendant 5 ans que je n'ai pas visité l'île, ils ont nettoyé. Ils ont nettoyé quand même l'île. Il n'y a pas beaucoup de ferraille, comme j'ai vu avant. Je crois qu'il était question d'espoir, en fait. Est-ce que les habitants ont encore de l'espoir et est-ce qu'ils peuvent en avoir? Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'espoir que la situation s'améliore, par exemple Spero, c'est pas tout le monde, et bien sûr, et toujours l'espoir est devant lui, autrement c'est impossible de vivre. Mais il faut dire que quand même, ils ont fait 2 bonnes choses. Je n'ai pas filmé, j'ai un peu triché. Ils ont monté les grands, on peut dire presque palais. C'est les maisons de la culture, mais les grandes qualités, qui comprend les bibliothèques, les grandes salles, beaucoup de pièces pour les répétitions, vraiment de qualité, qui est construit depuis 94, 84, c'est-à-dire c'était à l'époque soviétique. Et deuxième chose qui m'a vraiment euh, euh, impressionné, ils ont fait les piscines, les grandes piscines de qualité au bord de l'océan. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, on se baigne et on voit l'océan devant. Je n'ai pas filmé parce que ce n'était pas dans le contexte de mon film, mais c'était beau et c'était bien réalisé. Hein. Donc, quand même, il y a l'espoir. Quand même, ça m'améliore quand même la vie un peu. Pas assez vite, mais d'ailleurs, les investissements s'est prolongé jusqu'à 2025. Donc, il y a l'argent quand même qui arrive aux îles. Mais quand même, on peut vivre, oui. De toute façon, on voit bien. Ils sont des patriotes de son île. Il aime beaucoup cette vie insulaire. Il aime beaucoup. Et on dit que c'est quelqu'un qui part au continent, il va mourir dans 5 ans. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions de vie, ce n'est pas la même humidité. Il y a quelque chose de magique qui donne vraiment les forces vitales dans l'organisme. Et normalement, les gens ne partent pas, sauf les gens qui viennent juste pour travailler. Oui, il y a espoir, je pense qu'il y a espoir. Tout fonctionne dans l'île. De toute façon, on voit bien que c'est aussi un petit monde en miniature, parce qu'on a à la fois les libres penseurs qui débattent de la vie, de la société telle qu'elle va, etc. Il y a la maison close aussi, enfin, on ne s'attendait pas forcément à trouver une maison close sur une île comme ça. Il y a l'église aussi, qui n'est pas très ancienne. Donc on voit bien que la vie, elle continue malgré tout. Et que chacun a quand même des projets et essaie de faire vivre cette île à sa façon. Les maisons closes, les Japonais aimaient beaucoup les maisons closes. À Sakhalin, il était 4 ou 5, je ne sais pas, à Yurno-Sakhalinsk. Ce que disent les personnages religieux, ils disent que c'est des maisons closes, parce que c'était vraiment, qui est devenu après le théâtre, le cinéma, après il est devenu l'église. En ce moment, c'est abandonné, et probablement, ça serait les musées des armes. Et ça, c'est impressionnant. Et je voulais faire l'accent sur la militarisation de la Russie d'aujourd'hui.
Il y a tout, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis à la fin les parades militaires. Et, euh, après, il y a des jeunes avec des photos de ses proches qui sont péris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai perdu le fil. Mais ça, c'est partout pareil, cette militarisation dont vous vouliez parler, parce que moi, je me souviens, autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand j'allais dans les familles, par exemple, je voyais la photo de l'enfant, les filles qui étaient avec des bantiquis, là, des rubans, des gros rubans dans les cheveux, avec leur institutrice. C'était le portrait des enfants en classe sur les murs. Et maintenant, quand on va dans un certain nombre de familles, ce ne sont plus les enfants avec la maîtresse voilà, mais ce sont des enfants qui sont habillés en tenue paramilitaire, qui ont une arme, éventuellement un berger allemand. Et voilà, c'est ça la photo de l'enfant qu'on trouve dans certains foyers. Et quand je demande pourquoi, on me dit il faut se défendre. Bon. Donc on voit bien qu'effectivement, cette militarisation dont vous vouliez parler, et je vous rends la parole, elle est très présente. Et que donc, cette petite île au bout du monde, en fait, elle n'y échappe pas, puisqu'elle est un endroit stratégique, évidemment. Justement, il y a une question pour rebondir sur l'endroit stratégique, une question d'Antoine qui dit Oui. quel intérêt les Japonais auraient à retrouver une île dévastée. Ça rejoint le… David, tu peux dire quelque chose? Oui, si tu veux. Non, mais par rapport à cette île, il y a quand même, enfin, je ne sais plus si c'est évoqué dans le film, mais c'est une île qui a beaucoup de ressources maritimes où c'était quand même une grosse réserve naturelle. Par exemple, je ne sais pas si tu as parlé des oursons, mais les pêcheurs, il y a beaucoup de pêche. C'est une zone très, voilà, où il y a beaucoup de ressources à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui intéresse les Japonais, notamment plus peut-être que l'île en elle-même. Je crois que c'est évoqué par le personnage de Raissa dans le film, de manière indirecte. Absolument, oui. C'est les ressources qui intéressent. Bien sûr, ce que autour de l'île. Si l'île intéresse, c'est parce qu'il y a le passé des Japonais sur l'île. Mais ils sont intéressés, c'est pas que les pêches. Il y a aussi on dit, ressources, Les ressources, Halieutique. voilà, ressources naturelles. qui dans la terre, il y a les shelves avec le pétrole, et les trucs comme ça. Et bien sûr, j'ai parlé de géopolitique, il ouvre l'océan Pacifique. Tout est contrôlé, ça, pour les Russes, c'est très important. Justement, Antoine demande comment se partage la zone de pêche. Ils partagent à la frontière. Parfois, les Russes, et dont les droits japonais de pêcher sur les zones, sur les parties russes. Mais bon, ce n'est pas les grandes pêches, ce n'est pas les pêches industrielles. Ils pêchent les petites choses. Je ne sais bien plus quoi, mais avec les petits chaloupes, ils pêchent quelque chose. Mais c'est comme exception. Normalement, c'est bien divisé, les parties russes et japonais. Et les Russes, ils pêchent 5-4 kilomètres du Japon, déjà de la terre japonaise, le plus loin possible. Mais c'est vrai qu'ils ont pêché beaucoup depuis 91 et les ressources ils sont descendus de plus en plus bas. C'est-à-dire, je parle de, comment ça s'appelle, pas les Yosh, Marskoy Yosh, oursins. Les oursins. Les oursins sont descendus très, très, très bas. Il y a beaucoup de morts des plongeurs à cause de ça. Et il n'y attend pas normalement, il faut attendre. Ça doit redémarrer. La création, comme il faut dire, des oursins. Mais il n'y attend pas et il pêche sauvagement, juste pour avoir l'argent pour ce jour-là. Ça c'est partout comme ça. Il y a une question aussi de Monique. À votre connaissance, y a-t-il eu des métissages entre les populations russes et japonaises?
Jamais. Jamais. Je ne connais pas un seul cas. Il y a un seul Chinois qui habite à Konachir, chinois. 2 fois, j'essaie de prendre les contacts avec lui, mais il fait les grandes distances, il est très prudent, et il ne veut pas m'inviter chez lui. On a parlé dans les cours. Il épousait une femme russe, donc il est passeport russe, il peut rester à Konachir. Mais tout le monde, il m'a dit, c'est un espion japonais. Voilà. Et il vit depuis longtemps là-bas. Il vit depuis longtemps là-bas et il fait l'agriculture. Agriculture des carottes, des trucs comme ça. Il vend au marché. Mais c'est un personnage obscur, vraiment obscur. Il n'y a pas de Japonais. Il n'y a pas de Japonais. Il n'y a pas de mariage mixte, bien sûr que non. Dans d'autres coins, au Kamtchatka ou autre, par exemple, il y a eu en fait des métissages. Ça dépend des régions, mais à Kunashir, manifestement non. Il y avait une question de Véronique Prost aussi. D'où proviennent les photographies des Japonais à la fin du film? C'est album de les familles inconnues qui était découvert par un Russe. Même il y a une livre, il est sorti le livre avec toutes les photos qui étaient dans cet album avec les commentaires. Voilà, c'est une seule trace japonais que j'ai trouvé, c'est des Sakhalin, c'est pas des Konachir, c'est des Sakhalin. Oui. Et si on croit au personnage qui dit que c'est interdit de prendre les photos avec eux, donc il y a beaucoup de photos qui sont péries. Mais je pense que certains Japonais ils ont réussi à récupérer les photos et albums de famille parce qu'à Nimoro, c'est la ville en face de Konashir, 15 km. J'ai vu qu'ils ont des albums de famille, donc certains qui ont réussi à récupérer. Et c'est les photos, d'ailleurs, c'est les photos qu'il fait dans l'esprit de l'année 20, 30, vraiment avec les très jolis éclairés. Il y a trentaine, quarantaine de photos. Il y a l'album qui, d'ailleurs, en anglais et en russe qui est sorti. L'album avec toutes les photos, oui. Parce qu'il y a la mère d'un des personnages, je crois, qui par peur des persécutions, enfin des fouilles, des perquisitions du KGB, etc., a détruit un certain nombre de photos, hein, il me semble, d'albums photos. Mais ils ont détruit toutes les cultures. Oui, c'est ça. Il n'y a que des petits artefacts. Ce que j'ai vu, ce que j'ai amené ici à Montauban, c'est des petits morceaux de tasse, je ne sais pas, les petits trucs, rien. C'est partout, c'est partout. Sur les lieux où elle était à l'époque, le village, il y a partout. Il y a des traces, des traces, des traces. Et voilà, j'ai laissé les petites parties de confitier pour prendre du thé hier, les petites parties de hier, comme ça, je l'ai pris. Il y a des questions, tu peux les poser, vous pouvez les poser. Ah, votre micro. Monique demande si donc Kunashir est-elle particulière ou la situation est-elle la même dans les autres îles Kouriles? Je pense que c'est à peu près le même. À peu près le même. Je n'ai pas visité les autres, mais je pense qu'un peu. Vous savez, il y a un an et demi plutôt, les gouvernements russes, ils commençaient petit peu à discuter pour rendre 2 îles, Shikotan et Khabamai, c'est l'archipel des petites îles inhabitables. Ils ont lancé il y a un an et demi, et après, ça s'est arrêté. Au mois de juin ou juillet, ils ont corrigé les constitutions pour que les Russies restent Une et indivisible. Exactement. Ça me rappelle des choses, oui, c'est assez classique. Et vous savez, il y a encore des choses intéressantes peut-être. Et il faut dire que normalement, les Koreans, ce n'est pas ni les Japonais ni les Russes. Ce sont les pays des Haïnous. Voilà, les pays des Haïnous qui étaient, disons, apprivoisés avant par les Japonais. C'est les mots gentils, apprivoisés. Oui, oui, je vous trouve très gentil, oui. Oui, c'est gentil parce que ils ont assez massacré les cultures Haïnous, les Japonais.
Ils ont Ça fait paraît plus à peu près les mêmes choses qu'ils ont fait les Russes par rapport aux Japonais. D'ailleurs, ce n'est pas que les Japonais étaient envoyés et déportés de Konachir, c'est les Ainous aussi déportés. Donc, voilà, et on ne sait pas même les dates quand sont arrivés les Ainous sur l'île, Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que lors du dernier recensement de 2010, de nouveau des Aïnous se sont déclarés, enfin des gens se sont déclarés Aïnous, puisqu'ils étaient supposés avoir disparu du territoire de l'Union soviétique. Ceux du Kamtchatka étaient supposés s'être mêlés avec d'autres peuples, notamment les Kamtchadals, et puis ceux de Sakhaline, le dernier Aïnou est un vieux monsieur qui n'avait pas eu de descendance. Et en fait, en 2010, on a eu un recensement où il y a au moins 194 personnes, 94 personnes pardon, qui se sont déclarées Aïnous. Et du coup, le président de la Fédération de Russie a déclaré en 2018 qu'il allait reconnaître le peuple aïnou comme de nouveau vivant sur le territoire de la Fédération de Russie, ce qui leur permettrait d'avoir des quotas de pêche plus élevés, etc. Mais effectivement, ils ne sont pas sur l'île de Kunachir, ils ne sont pas. Ils sont au Kamtchatka maintenant, dans des villages. Et ils sont mélangés, puisque Monique parlait tout à l'heure de métissage. Ces Aïnous-là sont mélangés, il n'y a plus de Chistokrovny, de non, pur, si j'ose dire. Les femmes, elles étaient violées par les Japonais. Voilà, c'était terrible quand même. C'était assez fort de la part des Aïnous, c'est-à-dire les sans danger. C'était vraiment le massacre. Les massacres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, les Japonais, depuis peut-être 20 ans, ils sont derrière morts et qu'ils ont fait des Aïnous. Et commencé à faire les petites parcs, je ne sais pas, les réservations artificielles des Aïnous. Il y a les danses, quand même, ils ont cette culture quand même important. Ils ont eu les danses et ils ont eu les langues parlées, beaucoup de choses. Donc, ils ont essayé artificiellement faire revivre cette culture. Mais je ne sais pas. Vous savez, j'envisage faire la petite deuxième partie du film de cette idéologie, si on peut dire, la partie qui s'appelle Nemuro, c'est-à-dire filmer les mêmes problèmes, mais de la part du Japon, vu par les Japonais qui habitent en face de Konachir. Et je me suis renseigné, il n'est pas beaucoup les Japonais parlent des Aïnous, il n'est pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu. Est-ce que c'est lié avec le passé ou je ne sais pas quoi? Parce qu'à l'époque, quand même, il y a beaucoup de Aïnous qui sont partis ici, à Nemuro et sur Hokkaido. Je crois que dans la mémoire japonaise, il y a des séquelles à cause de ça. Mais en tout cas, je sais qu'entre Aïnous russes et Aïnous japonais, il y a eu des tentatives de rencontres. Enfin, il y a eu des rencontres, mais qui n'ont pas vraiment abouti parce que chacun était trop marqué par son État et par la politique de son État. Et donc, le dialogue n'a pas vraiment pris. Parce que, par exemple, au Kamtchatka, on a Alexei Nakamura. On a bien le Alexei russe Nakamura qui montre son origine japonaise, enfin Aïnou en l'occurrence, et qui est un militant vraiment de la cause Aïnou en Russie, dans l'extrême-orient si on parle à la russe. Et voilà, il m'a expliqué qu'effectivement, c'est extrêmement difficile d'entrer en contact avec les Aïnous du Japon, parce que chacun vraiment est tributaire de son État, finalement, de l'État dont il dépend. Et du coup, le dialogue est extrêmement difficile entre les communautés. Mais effectivement, oui, j'ai entendu parler de ces villages touristiques, essentiellement, où on va essayer de refaire de manière artificielle au Japon une vie Aïnou. Il y avait une question aussi, Barberine, je crois. Monique aussi qui soulignait la grande qualité visuelle du film. Et on peut peut-être vous demander, voilà, vous aviez une équipe, un chef opérateur, comment ça s'est passé, les choix cinématographiques, peut-être aussi David peut en parler, ou Vladimir sur la lumière, par exemple. Vous savez, ce film, il a eu le prix au Festival des films russes à New York. Et c'était le best cinématographie. Donc, c'est Gleb Teleshov, le caméraman qui travaillait. Tu me rappelles, David, avec qui il travaillait? Oui, en fait, c'est un chef opérateur russe qui fait aussi, enfin, qui est chef sur de la fiction. Et notamment, il a travaillé avec F.J. Sang c'était le chef opérateur d'Armageddon. Voilà, c'est un
réalisateur français un peu en marge, mais qui est quand même assez connu. Et donc Gleb venait à la fois une culture de la fiction et du cinéma documentaire. Et ça, c'était intéressant pour nous, en tout cas pour Vladimir, je crois, de travailler avec un chef opérateur qui puisse mettre en valeur aussi le lead, parce que dans l'écriture du film, même avant le tournage, donc dans le scénario, il y avait cette volonté pour toi, Vladimir, que Kounachir soit un peu comme un personnage du film. Donc voilà, c'était, en tout cas, après c'est à la fois au tournage et dans le montage qu'il y a eu des discussions aussi de comment faire sentir ce lieu, ce décor, et rendre cette île présente, presque vivante. Et effectivement, l'image est importante dans le film par rapport à cette intention-là. Voilà. Je ne trahis pas les idées de Vladimir. Pour l'instant, il ne proteste pas. C'est que ça doit être vu. Et c'est un très bon photographe. Gleb il s'appelle Gleb Teleshov. Au départ, il était très bon photographe. Il est souvent l'exposition personnelle à Vladivostok et ailleurs. Donc, mais vraiment l'œil pour bien filmer les lieux. Et on n'a pas utilisé, si vous avez remarqué, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de panorama, il y a très peu. C'est toujours le point fixe. Il a eu très bonne optique et voilà. Bon, je fais les confiances totales à lui parce que je ne comprends pas grand-chose, mais sûrement il fait des jolies images. Donc, s'il y a une suite, vous retravaillerez avec lui. Probablement, si mon producteur m'oblige à travailler avec l'équipe française, vous savez. Vous ne serez pas cruel comme ça, j'espère. Si je travaille avec Kounachir, les parties du film, oui, avec les shows, oui. Mais si les parties sont à Hokkaido, c'est plutôt l'équipe française. Oui. S'ils donnent l'argent, bien sûr, je comprends. Mais je travaille. Oui. Oui, le nerf de la guerre, toujours. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je crois que peut-être si vous voulez conclure, Dominique ou David ou Oui, vous donnez la parole aux deux héros, alors ça me semble plus Vladimir, important. Moi, je préfère que David il dira. Non, mais c'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer à défendre le film en diffusion, que le film puisse exister à la fois à travers des sélections au festival, mais aussi, effectivement, Vladimir en a parlé, on travaille avec un distributeur russe aussi, et en espérant que le film puisse, grâce à ce partenariat, trouver une vie aussi dans le secteur russe. Effectivement, si le film pouvait être vu au Japon, ce serait quelque chose assez formidable, même au niveau de la chaîne publique japonaise. C'est vrai que ce serait quelque chose d'assez incroyable. Donc ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, depuis, ça fait plusieurs années que Vladimir porte ce film, et moi, évidemment, indirectement aussi. Et voilà, ils vont continuer à se battre pour que le film puisse être vu et puisse exister à la mesure de nos moyens, puisque voilà, moi, je suis un petit producteur indépendant en région. On a fait le film avec des moyens modestes, très modestes, mais voilà, heureusement qu'on a l'énergie et la passion du cinéma pour continuer à faire vivre le film en diffusion, c'est important. On a fait 3 ans pour avoir le budget. 3 ans quand même. Hein. Oui. Nous, on fera le maximum pour le reprogrammer dans des différentes séances qu'on fait, n'est-ce pas, Laurent? Oui, tout à fait, notamment dans les hors-les-murs, en région. On viendra peut-être à Montauban, alors. Oh, c'est grandeur pour moi. Et il y a Antoine qui avec plaisir, en tout cas. Il y a Antoine qui remercie en japonais, hein, arigato gozaimasu. Mais il y a aussi une question de Monique. L'avez-vous proposé au festival de Yamagata? Yamagata. Yamagata, il manque un A, oui. Et les premiers jours de l'inscription, je l'ai envoyé. Parce qu'il y a une seule au Japon, une seule festival de films documentaires. Il est très bien. Beaucoup, hein. Il est formidable, le festival. Oui, normalement, il invite les gens pour une semaine. Imaginez, faire le voyage et garder quelqu'un, c'est formidable. Il est aussi, pardon, j'ai oublié, il est aussi en sélection à Traces de vie à Clermont-Ferrand au mois de décembre. Bon, ça sera en ligne,
malheureusement à cause du contexte sanitaire, mais voilà, il est aussi en sélection à trace de vigne. Donc, il circule, c'est bien. Il circule, oui. Et vous, qu'est-ce qui Bien, vous a plu au départ? Pardon, pour le projet. Pardon, il y a eu 2 questions en même temps. Oui, je n'ai pas entendu. allez-y, Laurent, allez-y. Non, mais je vous en prie, Dominique. Non, je voulais savoir ce qui vous avait, pourquoi vous êtes rentré dans le projet, entre guillemets, ce qui vous a séduit, est-ce que c'était l'endroit, enfin, l'idée d'un Pinachir, d'une île quelque part, que 2 pays s'arrachaient, enfin, qu'est-ce qui vous a touché au départ? Pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure avec Vladimir? Si ce n'est pas Moi, indiscret, bien sûr. Non, pas du tout. On ne se connaissait pas avec Vladimir avant de travailler sur ce film. Moi, quand voilà, par l'intermédiaire d'un producteur, Vladimir m'a envoyé son dossier. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé très intéressant dès la lecture de son premier dossier artistique, scénario, c'était à la fois le ton et le regard aussi que Vladimir portait sur ce sujet, sur ce thème, avec voilà, moi je trouvais très intéressant aussi ce ton à la fois, ça a été exprimé, ce ton à la fois ironique, faire sentir aussi l'absurdité aussi de cette situation, et quelque part pour moi ce film est un film antimilitariste, et du coup je trouvais déjà qu'il y avait déjà une patte, un ton, et donc voilà, quand j'ai vu ce dossier, j'ai vu un autre film de Vladimir qui est Gargaryland, voilà, et on retrouvait déjà cette approche de réalisateur avec cette démarche à la fois de rencontre avec les gens, vraiment qui marque le cinéma de Vladimir, c'est vraiment la force de son cinéma, c'est aussi la rencontre humaine, et d'arriver à créer vraiment des liens avec les gens comme ça. Et je trouve que c'est assez fort, notamment dans Kunashir. Et puis aussi cette espèce d'humour, un peu d'humour noir, qu'on retrouve voilà, à travers le personnage du militaire, ou cette autodérision, cette façon un petit peu moqueuse voilà, de traiter le sujet. Voilà, moi j'aimais bien c'est ce qui m'a attiré en tout cas au départ sur la lecture, c'est parce que je ne connaissais pas Vladimir. Voilà. D'accord, merci. Alors, il est 16h59. Alors, je vois, comme vous m'avez dit de veiller autant comme lui, comme sur une casserole de lait. Je préfère vous avertir. Après, si vous voulez continuer, vous avez le droit, évidemment. Mais voilà, je vous signale que. Marmerine, y a-t-il encore des questions? Non, c'est Non. bon. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour des questions. Et Dominique en a peut-être eu encore à poser. Non, pas. Non, j'ai été très sage, je n'ai pas posé trop de questions. Donc voilà, effectivement, Dominique, vous avez été parfait. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier Vladimir Koslov, David Fouché qui nous a rejoint tout à l'heure, et puis Dominique, un grand merci aussi pour avoir mené ce débat. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi, et pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, dans 1 heure pour un nouveau débat. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bientôt. Au revoir.